Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette conférence intitulée « Réussir son projet d'aménagement de chais » et plus particulièrement la prise en compte des interventions humaines dans ces projets comme gage de performance. On a la chance d'accueillir Gaëlle Liard, qui est juriste à la Fédération viticole Anjou-Saumur et directrice adjointe. Bonjour et bienvenue à cette réunion donc sur les constructions de chais. Ça fait un long moment maintenant qu'on a passé un partenariat avec la MSA et surtout le service prévention et surtout Christelle Guillet, qui est notre conseillère viticole. On travaille depuis plusieurs années maintenant sur l'équipement des vignerons pour qu'ils fassent face aux risques les plus graves et notamment aux risques CO2. On a notamment organisé par exemple des achats groupés de détecteurs, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui on est très content de ce projet qui est un chouette projet puisqu'il vise évidemment à prévoir dès la construction du chai tous les travaux, tout ce qui est nécessaire pour la santé à la fois des salariés mais aussi des vignerons. Et vous le savez, enfin moi j'ai souvenir qu'un de mes vignerons qui a été président de la fédération d'ailleurs avait fait une chute de hauteur qui l'avait quand même gravement handicapé. Voilà, on a des accidents comme ça assez graves régulièrement qui touchent aussi bien les viticulteurs que leurs salariés. Donc je pense que c'est des choses qui doivent vraiment être réfléchies en amont pour éviter de se retrouver avec un chai construit, tout neuf, mais qui soit finalement pas adapté à votre activité. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir ce projet et je vous encourage évidemment, si vous avez pour projet de construire un chai, de vous rapprocher de la MSA et de Christelle Guillet. Merci Gaëlle. Donc pour continuer dans les présentations, le service santé-sécurité au travail de la MSA se compose de deux pôles. Le pôle santé au travail avec les médecins et infirmiers du travail, et puis le pôle prévention des risques professionnels avec les conseillers en prévention comme Christelle et moi-même. Sachant que nous sommes au service, en tant que service SST, nous sommes au service des actifs agricoles, donc salariés, employeurs de main-d'œuvre non salariés, afin de préserver, notre but ultime c'est de préserver leur santé, sécurité et que ça soit physique ou mentale. Une présence sur le terrain, voilà, c'est un métier avant tout de terrain, donc on se nourrit de nos visites sur les exploitations avec deux objectifs principaux, l'amélioration des conditions de travail et puis également aider les agriculteurs à concilier santé, sécurité et performance, parce que le but aussi c'est quand même la viabilité de vos entreprises dans le temps et puis en conservant l'intégrité de physique et mentale comme je disais. On n'est pas tout seul, on travaille en partenariat. Partenariat avant tout avec les entreprises. Voilà, je le redis, on se nourrit du terrain. Le but, c'est d'être au plus près des difficultés quotidiennes et puis de connaître votre réalité. On travaille aussi avec des organismes professionnels agricoles ou alors avec d'autres partenaires tels que des ergonomes, comme nous allons le voir dans cette présentation. Le but est de travailler en réseau. On aura un plus gros impact et puis on démultiplie le message aussi à faire passer, message de prévention. Et enfin, on essaie de collaborer avec des fabricants et constructeurs de matériel, des équipementiers. Le but étant aussi de concevoir des équipements et du matériel qui soient adaptés aux situations réelles de travail. On remarque une petite évolution aussi des pratiques dans notre métier, c'est-à-dire qu'on pouvait se trouver il y a quelques années dans une approche un petit peu technico-réglementaire, et puis on essaye de beaucoup plus s'axer sur une approche globale d'analyse des situations de travail. Donc on sort du curatif, en tout cas on ne veut pas du curatif, c'est-à-dire la réparation des dommages. On ne veut pas aussi trop se situer, même si parfois on est obligé, en prévention secondaire, c'est-à-dire trouver des adaptations. Les mesures correctives, forcément, on est obligé d'en apporter souvent, mais souvent c'est plus onéreux et puis plus chronophage que si ça avait été pensé en amont. Donc on essaye justement de se situer à ce niveau de prévention primaire avec une approche réflexive en amont, et puis l'intégration de toutes les questions de prévention des risques professionnels à la gestion globale de vos entreprises. Toute entreprise a des projets,
Voilà, des projets, ça peut être l'acquisition d'une machine ou même effectivement l'aménagement d'un bâtiment. Et des projets à court, moyen, long terme. Je peux acheter une pompe en 2019 et puis avoir le projet d'aménager mon chai dans 5 ans. Donc voilà, une entreprise vit avec des projets en tête et nous, on essaye d'inscrire nos interventions en tant que service SST à ce niveau-là. Parce que c'est à ce moment qu'on pourra intégrer, enfin du moins prendre en compte un maximum d'éléments en faveur de la facilitation du travail. Cette chance du terrain permet d'avoir quelques constats à propos de ces projets d'aménagement. On voit pas mal d'écueils, donc j'en aborderai quelques-uns après, voilà, quand certains éléments ne sont pas pris en amont. On a certains projets qui sont orientés sous des aspects souvent techniques. Voilà, on va voir le productif, on va s'atteler au process, donc qui est primordial bien entendu, mais on va pas forcément se poser la question de qu'est-ce qui est nécessaire autour de ce process pour justement qu'il fonctionne de manière optimale. On prend aussi rarement en compte le travail réel effectué, voilà, les différentes tâches, la maintenance, le nettoyage. C'est pas forcément des opérations qui sont intégrées dans le travail et dans ce qu'on fait. Quand on vous demande qu'est-ce que vous faites comme travail, c'est pas la première chose que vous dites, mais pourtant vous y passez du temps aussi à ce nettoyage et à cette maintenance. Et puis on sous-estime parfois la variabilité industrielle. Donc ça peut être, j'ai différentes tailles de bennes qui arrivent dans mon conquet. Donc est-ce que mon conquet est capable de recevoir ces différentes tailles de bennes, par exemple? Et puis une sous-estimation de la variabilité humaine qui peut être interindividuelle, entre individus. L'individu moyen n'existe pas. On peut être petit, on peut être grand. On a tous des morphologies différentes. Donc un dispositif se doit d'être adaptable et adapté. Et puis la variabilité, ce qu'on appelle intra-individuelle, c'est-à-dire que l'individu constant n'existe pas non plus. Et peut-être qu'après le repas ou en fin de journée, on est un peu moins lucide et un peu moins vigilant sur certains points. Donc ça aussi, c'est à intégrer. Et puis on s'aperçoit aussi que la vision est parfois cloisonnée à un ou plusieurs aspects. Donc parfois on n'a que l'aspect financier, bon, qui est quand même prépondérant, c'est sûr, mais l'environnement, le côté esthétique, architectural, voilà, et on n'essaye pas de concilier un peu tous ces aspects, et du coup ça peut s'avérer problématique. Pour illustrer un petit peu le début des écueils, je vais vous présenter une petite vidéo pour qu'on voit un petit peu plus les problématiques qu'un vigneron a lors du travail en hauteur, notamment sur son pressoir. La période des vendanges est le moment de l'année où le travail à la cave est le plus important. Les raisins récoltés dans les vignes sont acheminés à la cave où le processus de vinification se met en place pour aboutir à la production du vin. Pour réaliser la vinification, la conception ou l'aménagement du chai va engendrer une organisation, voire dans certains cas, une désorganisation du travail. Le tout est de savoir comment penser celui-ci sans prendre de risques, et notamment sur le travail en hauteur. C'est finalement à la conception que tout cela se décide. Trop de projets neufs sont réalisés sans que cette dimension ne soit pensée de façon opérationnelle. À titre d'exemple, voici quelques situations de travail en hauteur qui montrent toute la complexité de penser le travail avant plutôt qu'après. Le pressoir peut être fixe ou mobile. Selon le cas, les tâches qu'il nécessite ne vont pas se faire de la même façon. Pour le remplissage, selon les procédés utilisés, là en l'occurrence avec une trémie, le viticulteur doit de temps en temps accéder aux portes du pressoir pour égaliser la vendange. Il monte sur une plateforme roulante, mais la position n'est pas très confortable. Il doit également sans cesse déplacer sa plateforme pour accéder avec le chariot élévateur. Le pressoir doit ensuite être nettoyé, et cela plusieurs fois par jour. Il est nécessaire d'être en hauteur pour le faire, d'où l'utilisation d'une plateforme roulante. La question est, fera-t-il pareil dans le prochain chai ? Ensuite, le viticulteur doit monter de nombreuses fois par jour en haut des cuves. Si elles sont en inox, elles sont déjà équipées de barres pour installer les échelles accrochées. Si elles sont en fibre de verre, aucun moyen de protection n'est installé, donc à tout moment, l'échelle peut glisser.
Le plus souvent, le viticulteur monte les mains prises par un tuyau, un seau, voire deux. Des questions importantes à se poser. Le viticulteur peut déjà avoir installé des passerelles. Mais leur accès est-il pensé ? Combien a-t-il d'escaliers pour y monter ? Les passerelles font-elles le tour de toutes les cuves ? Est-on obligé de descendre à chaque fois pour éteindre une pompe ? On peut prévoir une commande à distance qui éteint celle-ci. Autant de questions à se poser en prévision de son nouveau chai. Enfin, le travail en hauteur ne se résume pas seulement à une élévation, mais on peut aussi chuter d'une hauteur dans une cuve enterrée. Le viticulteur est amené à y descendre pour la laver. Il y descend avec une échelle qui peut être plus ou moins fixée. De plus, sans même y descendre, il peut aussi chuter dans le trou d'homme, qui n'est pas forcément protégé. Ce sont donc toutes ces situations de travail que le service prévention peut aider à analyser, à étudier dans la perspective du nouveau chai. Un projet de chai est un projet de vie, et le réussir se résumerait à mettre au cœur du système les différents acteurs qui sont concernés. Voilà, donc là, on a un exemple qui illustre le travail en hauteur, mais c'est vrai qu'on voit d'autres écueils. Je peux vous en montrer quelques-uns, comme les difficultés d'accès et de circulation. Voilà, on n'analyse pas forcément les flux. Là, on remarque sur la photo de gauche que les conduites liquides de froid n'ont pas été intégrées lors du projet. Et du coup, elles ont été rajoutées en aval et malheureusement dans une zone de circulation des travailleurs, donc ce qui peut s'avérer compliqué. Sur la photo de droite, on voit que les cuves ont des systèmes d'accroche en inox en haut, mais l'échelle n'est pas munie de dispositifs de fixation, de crochets par exemple. Et en plus, le passage est quand même gêné en façade, donc on peut difficilement mettre en place l'échelle. On voit le pressoir sur la droite. On peut se poser la question là sur cette image de l'implantation du pupitre de commande du pressoir. Voilà, est-ce qu'il est bien positionné ? Est-ce que je vais pouvoir avoir une visibilité sur mon pressoir ? Et puis également l'accès aux trappes du pressoir. On peut s'interroger. On a aussi l'accès à la passerelle. Voilà, est-ce que je peux mettre en place et installer un escalier qui sera quand même plus confortable. On a tout ce qui est conformité au niveau de la passerelle avec les garde-corps. Donc là sur la photo de droite, on voit qu'il n'y en a pas. Et puis le confort de travail aussi. Est-ce que la largeur de mes passerelles est suffisante ? Est-ce que mon fournisseur me met pas un standard par exemple de 70 alors qu'il me faudrait plus parce que j'ai quand même des seaux à transporter, des tuyaux ou alors est-ce que j'ai la possibilité de faire une plateforme entière ? Voilà, il y a des questions qui se posent. Pour éviter ces écueils, il faut, et c'est tout l'objet aussi de cette conférence, conduire son projet en pensant au travail d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire qu'on sort, comme je disais tout à l'heure, un peu de l'aspect technique et puis productif, qui est important bien entendu, mais pour essayer de se poser la question de qu'est-ce qui est nécessaire et que dois-je faire pour le bon fonctionnement de mon process. Donc pour ça, il faut qu'on parte des interventions humaines, donc c'est-à-dire de l'ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement et au bon usage surtout du process. Et du coup, ce qui est indispensable, c'est que le maître d'ouvrage, qui est le vigneron, le décideur et le payeur, garde les rênes du projet. On a peut-être tendance souvent à donner une confiance aveugle en la maîtrise d'œuvre. Donc la maîtrise d'œuvre qui peut être un bureau d'ingénierie, un architecte, un constructeur, fournisseur d'équipements. Cette maîtrise d'œuvre a des compétences propres et puis un champ d'action spécifique, mais elle a besoin, cette maîtrise d'œuvre, d'être épaulée et accompagnée par ceux qui connaissent réellement le travail. Et ceux qui connaissent réellement le travail, ça va être le vigneron, les salariés, voilà, ceux qui ont les acteurs principaux de l'entreprise. C'est pour ça que le maître d'ouvrage doit garder absolument, doit rester maître du projet. Et pour ce faire, il doit établir un cahier des charges précis et exhaustif qui en fait consignera la commande et qui pourra servir de référence tout au long du projet. Voilà, ça va être dans mon cahier des charges, comme je disais, la largeur des passerelles, ça va être je veux avoir un accès à mes luminaires pour changer si j'ai une ampoule qui grille en pleine période de rush des vendanges. Voilà, donc on va consigner tout ça.
Et pour établir ce cahier des charges, on va passer par une méthodologie, différentes étapes, et je vais laisser Christelle du coup continuer. Donc en effet, là, nous, on va vous présenter, après une introduction qui vous place un peu dans le contexte, la méthodologie qu'on propose aux vignerons, voilà, qui nous appellent, et qui a un projet d'aménagement, comme disait Alexis, une simple pompe, un pressoir, mais plus large, une conception de chai, idéalement. On va vous présenter un petit peu la méthodologie qu'on a développée pour accompagner le vigneron, qui consiste à analyser déjà la situation de travail dans laquelle il est, à faire un petit peu un état des lieux, parce que c'est important de ne pas faire fi du passé, et donc de repérer ce qui fonctionne dans son exploitation, pour le conserver, mais repérer aussi ce qui dysfonctionne dans son exploitation, afin de supprimer ces dysfonctionnements, voire de les modifier. Mais c'est important déjà de faire ce constat, cet état des lieux. Et pour pouvoir justement analyser ce qui va ressembler aux situations futures du projet, on a une manière d'interroger le projet qui est un peu particulière et originale. Mais voilà, on se sert de ce petit graphique qui permet de repérer une grande partie des opérations humaines que va devoir gérer l'homme avec un grand H au travail. On va le définir pour vous illustrer un petit peu chacun de ces items, mais on les a classés en 8 catégories qui voilà, sont d'abord de comprendre la gestion et l'optimisation des flux et des filières. Donc si on vous montre un petit exemple, qu'est-ce que c'est ? Déjà, en termes de flux, qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va sortir, comment ça va rentrer, comment ça va sortir, est-ce qu'on aura de la place pour circuler, est-ce que les bennes pourront arriver, est-ce que les smear-morts pourront arriver, pourront sortir, voilà. Donc là, par exemple, c'est une illustration, est-ce que la benne va pouvoir décharger tout le contenu de sa benne dans le conquet ? Et si le bâtiment n'est pas conçu pour, ça va buter, et puis il ne pourra pas décharger toute sa benne. Donc ça, c'était pour illustrer ça. Illustrer les variabilités industrielles et humaines, on ne fait pas tous 2 mètres. Moi, par exemple, quand je vais dans beaucoup d'exploitations, je vais me lever pour que vous voyez ma taille, mais je ne fais pas 2 mètres. Et quand il s'agit de manipuler le pupitre du pressoir, j'aurais beaucoup de mal à pouvoir appuyer sur les boutons, parce que souvent les pupitres sont mis à une hauteur d'1,70 m. Tout ce qui est lié à la maintenance des installations, quand on a un pressoir qui est en panne, qui se trouve à 10 mètres de haut, comment est-ce qu'on va aller faire la maintenance du pressoir ? Est-ce qu'il y a des accès prévus ? Moi, j'ai vu des exemples de construction où, quand on devait rentrer le pressoir, il fallait démonter le mur du chai. Quand il fallait le sortir, il fallait redémonter le mur. Donc, vaut mieux pas avoir des pannes trop souvent. Tout ce qu'on appelle les situations dégradées, c'est le mode dégradé, c'est le mode panne, le mode qui ne fonctionne pas. Comment je fais ? Mon conquet ne marche pas, mon conquet est en panne, mon pressoir est en panne. Est-ce que j'ai prévu, si ça bourre, par exemple, là, le conquet bourre, je vais devoir monter sur le conquet. Là, j'ai des barres qui protègent le conquet de la chute, mais enfin, je peux tomber entre les deux facilement, puisque ce sont des barres rondes qui glissent. Voilà, comment je fais quand il y a un bourrage ? Comment je fais pour les opérations de nettoyage ? Voilà, là, j'ai un tapis à nettoyer. Voilà, j'ai constaté, il faut 2 personnes avec une portoire de plus de 50 litres d'eau, donc 50 kilos. On est 2 à faire ça. Est-ce que c'est optimisé ? Est-ce que je ne pourrais pas être tout seul pour nettoyer un tapis ? Est-ce que ce ne serait pas plus efficace ? L'interface homme-machine, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est, là j'ai une vanne à ouvrir. Est-ce que je suis sûre que si je la tourne à droite, je la ferme ? Est-ce que c'est sûr que si je la tourne à gauche, je l'ouvre ? Voilà, dans la précipitation, il y a un problème, il y a un aléa. Je dois être capable d'appuyer sur un bouton et de savoir ce que le bouton va générer comme opération. S'il n'arrête pas le pressoir, ce bouton-là, alors je suis sûre que ça allait l'arrêter, ça peut poser d'autres problèmes. L'approvisionnement, l'évacuation des matières, c'est quoi ? Quand il va falloir que j'évacue le marc, voilà. Là, il y a 2 personnes qui sont là à tirer sur le bac à marc, sur un sol pas forcément très égal. Un bac à marc rempli, je ne sais pas combien de kilos ça peut faire, mais voilà, être à 2 pour faire ça, c'est déjà physique et c'est du temps et c'est des contraintes. Et enfin, le lien entre l'espace et l'organisation du travail, c'est est-ce que j'ai pensé l'espace ? Là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez en haut, mais il y a un escalier très pentu qui descend et qui descend dans le trou de la cuve. Donc si vous vous loupez en descendant, sachant qu'il est très pentu,
vous atterrissez dans la cuve. Ça peut poser beaucoup de questions sur l'espace, comment est-ce qu'il est organisé. Voilà, pour illustrer un petit peu la méthodologie déjà qu'on utilise. Voilà, à présent, on va passer au cas pratique, parce qu'on a la chance d'avoir le témoignage justement de Geoffrey et de Christelle, qui vont nous expliquer ce qui s'est passé dans ce domaine au Puy Notre-Dame. Donc je vais laisser Geoffrey se présenter. Bonjour à tous. Donc Geoffrey Desgrousilliers, on est vigneron sur un domaine familial au Puy Notre-Dame. Sur 35 hectares, on est 3 associés, donc mes parents et moi-même, un seul permanent, un apprenti, une stagiaire. Cette année, et des saisonniers pour les activités, on va dire, taille et compagnie. À peu près 2000 hectos vinifiés cette année, une grosse valorisation, à peu près 70% en direct, sous notre marque propre. L'idée, c'était quand en fait, je me suis installé en 2016, c'est tout récent, c'était... on a un vignoble qui est assez ramassé sur le puits, donc en termes viticoles, il n'y avait pas beaucoup d'optimisation faisable. Par contre, on avait un gros point noir, c'était la cave, vous verrez des photos tout à l'heure. C'est une cave qui a été pensée il y a 35-40 ans pour 15 hectares, on en vinifiait 32 dedans. Ça commençait à être juste. Vous imaginez que quand on y met 100 000, 120 000 bouteilles à l'année dedans, ça complexifie l'affaire. Et c'est surtout quand ils sont à bulles, puisqu'en fait on produit 60% de nos bouteilles sont à bulles chez nous. Donc ça, pour ceux qui connaissent, ça rajoute manipulation, remuage et compagnie, et pression dans les bouteilles. Donc ça rajoute tout simplement de la pression à tout le monde. L'idée, c'était quand même au départ de mettre aux normes, et puis de libérer quand même un peu de temps et d'optimiser la vinification et le process, on va dire, depuis la vendange jusqu'à la commercialisation. Et du coup, suite à ces attentes, comment s'est passée la rencontre avec Christelle, le conseiller en prévention ? L'idée, je l'ai refait pour vous montrer une frise du projet. On commence le projet en réflexion ici au Cival en 2015 et on vinifie dedans en 2017 avec un refus de permis qui nous a fait perdre 1 an. Donc en fait, on perd pas de temps quand même, malgré la méthode qu'on vous expliquera. L'idée, c'était de profiter d'un refus de permis, puisqu'on est en zone classée au Puy Notre-Dame, toute la commune est classée, donc premier permis refusé, c'est un grand classique. Du coup, je me suis dit, tiens, il manque quand même dans le projet, on avait un super architecte, des super artisans dont certains sont dans la salle. Tout était bon, sauf que moi je trouvais qu'il manquait le métier du vigneron. On avait peu réfléchi au final aux situations de vendange, filtration, mise en bouteille, et du coup il me manquait cette variable d'ajustement, l'humain, qui est quand même le plus important. Quand on mesure 2 mètres aussi, c'est aussi une contrainte quand c'est pas au bon niveau. Donc en fait on focalise sur l'année 2016 où je me fais refuser le premier permis en novembre 2015. Je rencontre Christelle, service prévention MSA, en début d'année 2016. Puis en fait on s'est mis d'accord sur le fait que la méthode m'intéressait, et du coup après réflexion on a fait appel à un ergonome sur une journée en mars qui nous a déjà fait un état des lieux de la situation, comme l'a expliqué Christelle. Moi je lui ai expliqué aussi la philosophie du domaine, la volonté qu'on avait sur le domaine, les problématiques, ce que je pensais de bien et de pas bien dans mon ancien chai. Et du coup, au-dessus de la flèche, vous voyez que le projet continuait à avancer, et en même temps, avec les artisans, avec l'architecte, avec les équipementiers, on continuait à avancer en fonction de la réflexion. C'est pas quelque chose qui s'est fait à un instant T, puis après on a appliqué. C'est vraiment un ensemble de réflexions entre le vigneron, on replace le vigneron au centre, l'aide de la MSA et de l'ergonome, mais aussi l'architecte qui a ses problèmes de bâtiment, comme tu le disais Alexis, et puis les équipementiers qui ont aussi leurs problèmes d'équipement qui viennent ensuite. Mais tout ça, ça s'adapte. Puis après cette première journée avec l'ergonome, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques points que j'avais envie encore d'approfondir un peu plus. On en parlera tout à l'heure. Donc on refait 2 jours avec l'ergonome en juillet.
pour analyser circulation, stockage, passerelle, travail en hauteur, plateforme, vous avez compris, c'est important, et puis tout l'aspect réception de la vendange. Puisque comme je vous l'ai dit, c'est à peu près moitié des 35 hectares en vendange et en crément. Donc en fait, il y a moitié de vendange mécanique qui rentre, moitié de vendange manuelle qui rentre, et ça peut rentrer dans la même journée chez nous, c'est pas un problème. Et on démarre le chantier du coup en fin janvier 2017, donc on a tout simplement utilisé ce laps de temps bloqué au permis, bloqué par l'administratif, pour réfléchir à certains ajustements, et ils ont été nombreux. Voilà. Du coup, Christelle, peux-tu nous raconter aussi cette rencontre avec Geoffrey ? Voilà, donc en effet, on se rencontre en janvier 2016 avec une demande initiale autour d'une aide financière pour la construction justement de ces passerelles. Et moi, je lui dis, c'est pas, pourquoi pas une aide financière, mais nous, voilà, le projet, c'est pas de donner de l'argent pour donner de l'argent, mais qu'il y ait un conseil plus global autour du projet, surtout un conseil éclairé, et dans l'idée d'accompagner le vigneron pour que son projet se passe au mieux. Et on profite de ce refus de permis de construire, qui est finalement un mal pour un bien, pour pouvoir avoir un peu de temps et de proposer donc l'accompagnement par un cabinet d'ergonomie qui s'appelle donc Ergonova, et qui est là en complémentarité de notre métier. On n'a pas la même façon de voir les choses, mais elle est complémentaire et elle est pertinente sur tous les aspects. Et à plusieurs têtes, on pense toujours mieux. C'est l'idée d'intégrer les salariés, d'intégrer tout le monde qui peut travailler autour du projet. Et en effet, en mars, on fait une première journée d'analyse, et en juillet, 2 autres jours, parce que la première journée n'était pas suffisante et on voyait bien que derrière, il y avait besoin d'aller plus loin. Et donc, pour info, la MSA a pris en charge le cabinet d'ergonomie, donc à peu près 4 000 € d'intervention. Et le vigneron demande à ce qu'il prenne en charge, pour s'impliquer également, les frais de déplacement, repas et hébergement. Et donc l'analyse de la demande est importante pour comprendre derrière quels enjeux il y a, quelle vision le vigneron a de son projet, mais pas forcément de son projet immédiat, de son projet aussi sur le plus long terme. Comment est-ce qu'il perçoit son activité dans 5-10 ans ? On ne fait pas un chai pour 2 ans, on fait un chai pour une vie, et tant qu'à faire que la vie se passe bien. Donc l'idée, c'est d'analyser les difficultés présentes dans le chai existant, qui là, pour le coup, les photos l'illustrent, étaient relativement vieillissants, exigus, peu adaptés en termes d'espace, de conformité. Geoffrey Les installations étaient rendues au bout du bout, comme on peut les emmener à certains moments dans nos exploitations. Mais pour autant, il y avait quand même des choses qui fonctionnaient, puisqu'on y arrivait quand même. Donc il a fallu, avec cette première journée, identifier les points noirs, les points on va dire orange, et les points verts sur l'ancien chai. Par exemple, là sur la photo de droite, on a l'ancien conquet. On a parlé de conquet, Alexis en a parlé tout à l'heure. Nous, on fonctionne avec un conquet de réception encore aujourd'hui. Et ça, c'est vrai qu'on l'avait expérimenté déjà depuis longtemps. Ça nous fluidifiait beaucoup les chantiers de vendange, mécaniques bien sûr. Avec l'état des lieux, on s'est rendu compte que c'est vrai que le conquet était en béton et du coup il pouvait pas bouger. Mais on est quand même reparti sur un conquet élévateur vibrant aujourd'hui pour garder ces aspects de fluidification et ne pas déstabiliser tout l'ensemble, puisque c'est bien le but d'un projet de chai. Il y a des choses qui fonctionnent, il faut les garder. Il y a des choses qui fonctionnent moins, il faut essayer de les corriger sans déstabiliser et arrêter la vendangeuse tous les 3 quarts d'heure, puisque le nouveau chai super fonctionnel, il n'accepte pas forcément la vendange en fonction, donc il faut bien réfléchir les flux. Voilà, donc avec l'ergonome, on a analysé le contenu du projet qui était déjà très très avancé et très pensé par le vigneron. On est parti déjà d'un dossier très abouti, très réfléchi, qui permettait de regarder tous ces aspects de réception de vendange, de transfert des raisins vers les pressoirs, comment il allait faire l'encuvage, les opérations de remontage, de décuvage, le transfert du vin vers l'embouteillage, l'éclairage et la gestion du gaz carbonique, qui est quand même un élément, comme disait Gaël, prépondérant et primordial à intégrer dans un chai.
Et voilà, 100% je dirais des chais neufs n'intègrent pas la gestion du gaz carbonique, ce qui est absolument dramatique puisque on a encore eu des morts l'année dernière, enfin aux dernières vendanges, donc c'est pas un risque qui est à oublier et qui voilà, pourtant est oublié dans beaucoup de projets de chais. Petit aparté du coup sur l'apport de l'ergonome, parce qu'on pourrait se dire voilà, c'est quand même aussi une personne supplémentaire, déjà que dans le projet, autour du projet, il y a beaucoup de personnes qui gravitent, donc ça peut être une personne supplémentaire, on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là, sachant que voilà, il est là pour aider dans la réflexion, il aide dans l'analyse des intentions et puis du contenu du projet, et pour réussir le projet d'investissement, lui, il va veiller notamment à supprimer les coûts inutiles. Voilà, l'exemple qu'on a souvent, c'est les pentes dans les chais qui n'ont pas un pourcentage suffisant pour évacuer correctement les eaux. Et du coup, c'est du temps passé au nettoyage. Donc si on augmente un peu le pourcentage de ces pentes pour une meilleure évacuation, ça pourra diminuer le temps de rémunération des salariés lors de cette tâche à la fin de la journée de vendange qui est quand même assez harassante. Et puis pour les salariés, ça diminuera le temps passé justement à ce nettoyage et puis la pénibilité de cette opération. Il va aider aussi à trouver la meilleure adéquation entre les choix de conception et les exigences du travail. Donc c'est aussi un petit peu ce que je disais, le but c'est de concilier les différents aspects. Il y a bien sûr les exigences qualitatives qui sont primordiales pour la confection du vin. Il y a tous les enjeux aussi environnementaux. On a la fonctionnalité justement, la santé, la sécurité. Voilà, c'est d'essayer de concilier tous ces aspects. Et bien sûr, en respectant les orientations temporelles et le contenu du projet fixé par le maître d'œuvre, le donneur d'ordre. Donc forcément, tout projet, on a des contraintes temporelles. Geoffrey en parlait. Il y a aussi tout ce qui va être les subventions, par exemple France Agrimaire, le dépôt du permis de construire. Enfin voilà, il y a quand même des échéances, donc c'est à tenir. Et puis les contraintes financières aussi, parce qu'on s'est quand même fixé une enveloppe budgétaire à tenir en début de projet. Voilà, donc dans les propositions qui ont été faites par l'ergonome, le vigneron, donc Geoffrey, a retenu 3 axes d'accompagnement qu'il souhaitait approfondir. La circulation externe à l'entreprise, les voiries, est-ce que ça va permettre l'arrivée des semi-remorques, est-ce qu'ils vont pouvoir tourner dans sa cour ? Est-ce qu'ils vont pouvoir partir, les zones de manœuvre, les stockages extérieurs, est-ce que j'aurai assez de place? L'accès au bâtiment, tout ça, c'était à penser, à simuler, à vérifier que ça passait. Il a souhaité approfondir la mise en place des passerelles, des plateformes, se rendre compte des hauteurs, où est-ce que j'allais les mettre, comment j'allais les mettre, est-ce que j'allais en mettre partout, aller privilégier certains endroits. Et enfin, l'approfondissement donc, de la réception des raisins et du jus, jusqu'au transfert en cuve. C'était le dernier axe qu'on va justement zoomer là pour vous présenter un petit exemple concret de qu'est-ce que l'analyse méthodo-ergonomique du projet. Donc on part de plans. Là, l'idéal, c'est qu'on avait des plans. Et on regarde ces plans sous l'angle, bien sûr, intervention humaine. Donc on peut voir en haut que là, on est à la réception des vendanges. La benne arrive dans un conquet vibrant basculant qui est placé à 90 degrés. Il y a le tapis convoyeur élévateur qui emmène donc la vendange dans un pressoir avec ou pas une goulotte orientable. Et il y avait déjà le deuxième pressoir de positionner et d'envisager. Et là déjà, rien qu'à l'analyse de ces premiers plans, on se rend compte que il n'y a pas d'accès direct entre la zone de conquet et la zone de déchargement de la benne. Donc il ne faut pas qu'il y ait de soucis. Voilà, il faut que la benne, tout roule, parce que s'il y a un problème, comment l'opérateur va pouvoir communiquer avec les gens qui sont dans le bâtiment? Et puis on se rend compte aussi qu'il n'y a pas de zone distincte de déchargement des bennes. Et on se dit, il y a quand même des opérateurs qui travaillent à côté de bennes, de tracteurs. Eh bien, l'idée, c'est que ça ne se rencontre pas, ces deux entités-là. On appelle ça de la coactivité. Et là, il n'y avait pas de zone bien définie de où la benne doit arriver et que l'opérateur sache qu'il ne doit pas se positionner à cet endroit-là. On remarque aussi que le conquet vibrant, basculant, il va nécessiter engendrer des éclaboussures et que peut-être faudra cartériser. Mais si on cartérise, ça va gêner aussi le lien entre l'opérateur qui est à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. Donc il faut simuler si ça va le faire.
Et enfin, on remarque que les pressoirs tels qu'ils sont installés, on ne peut pas circuler autour. Donc, comment on va faire pour nettoyer? Comment on va faire pour la maintenance? On revient au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. À chaque fois, on va se reposer toutes ces questions-là dans chacune de ces situations-là. Alors, ça ne prend pas 10 ans de faire ça, parce qu'après, la technique, ça va plutôt vite. Mais voilà, comment je vais faire le nettoyage? Comment je vais faire la maintenance? Comment je vais faire si mon pressoir est en panne? J'en ai qu'un. Voilà. Du coup, si j'en ai deux, la place, elle est déjà envisagée. Et ensuite, on passe à l'étape la plus rigolote. Le maquettage, c'est une seule dimension. On ne se rend absolument pas compte de la troisième dimension ni de la deuxième quand on est sur des plans. Et l'idée de ça, c'était de simuler pour se rendre compte si ça passait dans son projet. Donc, on a simulé les situations de manœuvre pour que le tracteur puisse se garer. Est-ce que, comment est-ce qu'il allait reculer? Est-ce qu'il aurait des systèmes de centrage de sa benne pour ne pas reculer à côté et puis déverser sa benne à côté? Ensuite, on a simulé les circulations des opérateurs et la communication entre les zones de conquet et le déchargement de la benne. Donc, ça a permis de créer un accès direct, justement, entre le conquet et la benne. Et de créer surtout un escalier qui a permis de descendre, parce qu'on n'a pas précisé, mais le conquet est en terré, on va dire, donc ça rentre par gravité, et donc il y avait 2 niveaux. Donc l'idée, c'était de créer un escalier pour accéder entre les 2 niveaux. Et en fait, le conquet est au niveau, les pieds du conquet sont au niveau des pressoirs pour les plus techniciens, voilà. Et les bennes arrivent à hauteur de déchargement, quoi. C'est des bennes type céréalière bâchées qu'on a. Donc voilà, on a simulé le déchargement de ces bennes, comment est-ce que ça allait être réalisé, le contrôle et le nettoyage des pressoirs, comment est-ce qu'on va pouvoir simuler et puis se rendre compte qu'il y a besoin de passerelles, où est-ce que la passerelle est nécessaire, est-ce qu'on l'intègre aux 2 pressoirs en même temps, ou on fait une passerelle par pressoir. Donc tout ça, on a essayé de simuler, on s'est rendu compte par rapport à la largeur de la porte où il y avait le conquet, qu'elle était trop juste. Pour un passage d'opérateur de 80 cm, on a élargi l'entrée dans le bâtiment. Elle était prévue de 3 mètres, et 3 mètres avec la benne, ça passait pas. En fait, l'idée, c'était vraiment de se mettre dans toutes les situations possibles, c'est-à-dire vendange mécanique, les 2 pressoirs en fonctionnement avec le tapis qui charge les 2, l'un puis l'autre. On fait aussi du tri en cave sur certaines qualités de vin. Donc en sortie de conquet, on a une table de tri qui peut s'y mettre. Donc c'était de simuler dans toutes les situations, toutes les qualités, tous millésimes compris, en essayant de ne pas en oublier une. Les possibilités de cette réception-là, moi c'était vraiment mon cœur de réflexion, parce que souvent, en tant que vigneron, on est très fort en vigne, on produit les meilleurs raisins du monde, sauf que quand il s'agit de les décharger en cave, souvent c'est un sacré micmac. J'ai visité beaucoup de caves avant de faire mon chai, et pour autant, il n'y en a pas un qui m'avait convaincu dans la réception. Je dis pas que ma réception elle est bonne pour tout le monde, parce qu'elle est bonne pour nous qui faisons ce qu'on fait, mais en tout cas, si vous avez un projet, passez beaucoup de temps sur la réception. Nous, après 2 vendanges qu'on a fait dans ce chai, c'est vraiment phénoménal de pouvoir attendre les bennes et pas faire attendre la machine comme souvent. Donc voilà, ensuite on a modélisé à l'échelle réelle le pressoir, les tapis, les goulottes, le conquet, et on les a organisés par rapport à l'enveloppe du bâtiment qui était telle qu'elle était à l'époque, où on s'est dit, si on met le conquet à 90 degrés de la benne, la sauterelle à 90 degrés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Est-ce que du coup on a un espace suffisant autour des pressoirs pour faciliter le mouvement des chariots élévateurs? Est-ce qu'ils vont pouvoir circuler? Il n'y aura pas des tuyaux qui vont passer en travers de la cave? Si, il y avait des tuyaux minces. Je dois circuler et aller chercher mon marc qui est de l'autre côté. Donc ça permet d'éviter ces écueils-là. La deuxième simulation, c'est qu'on met le conquet toujours dans la même disposition. Mais là, on modifie le déversement. Il y a les rafloirs qui rentrent dans la zone de déversement. Et pareil, là, on se rend compte que c'est fluide. Si on met ça comme ça, les pressoirs, on peut circuler autour. Les chariots, ça passe.
On simule encore une autre fois et là on se rend compte qu'il y a un point rouge. Ça commence à tiquer si on se dit qu'on met le conquet, là il est plus à 90 degrés mais il est dans la ligne de l'arrivage d'ébène. Et si on met les deux pressoirs comme ça, ben là ça passe plus pour les chariots. On ne peut pas aller décharger les bacs à marre. Parce qu'on a des enchères qui sont placées relativement loin des pressoirs et du coup on a des tuyaux qui traversent la cave. Donc voilà, c'est toutes ces simulations qu'on peut faire justement grâce à ces gommettes et c'est là qu'on permet de pointer quels écueils on en serait arrivé si ça n'avait pas été simulé avant en termes de travail et d'intervention humaine. Oui, on a essayé de trouver le maximum d'écueils et il y en avait, malgré que je pensais de l'avoir bien réfléchi, mais en fait il y en a toujours beaucoup. Tu l'as bien résumé, Christelle, on fonctionne avec un déchargement de marre dans des bacs à marre et du coup l'élévateur rentre en action dans la zone de pressurage. Aujourd'hui, du coup, vous le voyez, on est sur une réception uniquement par conquet vibrant reprise par tapis et 2 pressoirs de 40 hectos. Je me suis gardé la possibilité de pouvoir faire conquet vibrant et grappoir tapis ou conquet vibrant et grappoir pompe à vendange. Mais j'ai envie de dire, même sur une année 2018 où on a eu, je pense tous, des raisins, sur une installation fonctionnelle, je vois pas l'intérêt de remettre une pompe à vendange dans le flux. Le tapis nous va très bien, ça suit dans l'ensemble. Et donc le bilan de cette simulation et de tout ce travail a été de se dire finalement ça passe pas. Si on laisse en l'état le bâtiment en termes de réception de vendange, il y aura des problématiques qui vont arriver dans l'avenir. Donc Geoffrey a décidé de doubler la surface de réception de la vendange en déplaçant également donc l'arrivée d'ébène qui était plutôt située d'un côté qui a finalement basculé de l'autre. En créant cette zone, moi que j'appelle un peu de vigie, voilà, où ils ont créé l'accès entre le bâtiment et donc la zone extérieure d'ébène et la zone conquet, il y a donc un escalier qui a été créé. On va voir la photo après, mais ça fait vraiment vigie. Il a du coup une vision sur tout son chai, tout le pressoir, donc il peut être seul à piloter finalement tous ces équipements. Il a déplacé les enchères pour justement éviter que les tuyaux traversent la cave. Et pour finir, à une configuration assez optimum de son installation. Voilà, Geoffrey, si tu veux commenter. Alors là, on voit bien la vigie, comme tu l'as appelé. Donc la porte donne sur l'extérieur, elle rejoint le tracteur avec la benne. En fait, mon idée première, c'était de pouvoir réceptionner. On tourne, j'aime bien donner des chiffres parce qu'on tourne avec une machine à vendanger, on vendange 1 hectare en 1h15 à peu près. Donc il y a quand même pas mal de raisins qui rentrent. Et on arrive quasiment à la suivre sur une matinée. Comment C'est-à-dire qu'en fait, on n'est que 2 en cave. Il y en a un qui est sur la passerelle, qui maîtrise le conquet, le tapis, les chargements dans le pressoir. Il y en a un autre en haut du pressoir qui charge de vérifier que tout va bien et d'égaliser un tout petit peu dans le pressoir. Et ça se passe très très bien. Là, dans les photos que tu avais prises, Christelle, c'était dans une situation un peu particulière où en fait on vendange des rouges. Donc c'est aussi ça la polyvalence d'un chai, c'est que je ne l'avais pas prévu, on ne l'avait pas simulé forcément comme ça, mais ça marche. On décharge le conquet dans des palox et en fait on emmène les palox directement en face de la cuve où on positionne la même sauterelle pour pouvoir charger les cuves à rouge avec la sauterelle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui je n'utilise plus ma pompe à vendange, on la supprime. Pour autant on a un tapis qui a été investi pour des créments et comment on optimise cet investissement crément qui est quand même assez lourd pour d'autres qualités et qui sont au service des autres qualités, puisque charger des cuves en abîmant moins possible les raisins, même pour des rouges, c'est quand même un avantage non négligeable. Donc en fait là c'est une configuration un peu particulière. Puis sur la gauche, on voit les enchères, donc les enchères sont enterrées, c'est mes seules cuves enterrées du bâtiment. L'idée c'était de pouvoir laisser le bâtiment le midi et le soir, puisque les pressoirs tournent en permanence. Sans système de pompe, sans rien, sans flotteur, sans technologie, et pouvoir manger et dormir tranquille. Et du coup, mes enchères sont enterrées juste en dessous des pressoirs, avec un système, vous le voyez, de tuyaux amovibles, mais quand même enterrés, qui rejoint directement la cuverie. Donc comme ça, on a là quelque chose qu'on avait pensé ensemble, Christelle, c'est
éviter ce fameux tuyau qui repompe quasiment en continu les enchères qui traversent la cave et qui nous embêtent bien avec les chariots élévateurs, tout ce qui est roulant au final. Donc le tuyau il passe en souterrain dans la dalle, ça a été prévu pendant le chantier. Franchement, c'est pas parce que je fais la conférence, mais j'ai pas trouvé il y a toujours de l'optimisation, on a des choses encore à optimiser, mais il n'y a pas de défaut structurel de conception dans le chai actuel, quoi. Donc là, c'était pour vous faire un petit bilan. Ça coûte pas plus cher de bien réfléchir. Souvent, c'est comme ça que je l'ai résumé sur cette diapo. C'est souvent ce qui m'a été posé. Mais combien ça t'a coûté? Toutes ces modifications avec la MSA. Et si je fais le calcul, je suis à moins de 1% de l'investissement total. Donc, ainsi dire, négligeable. L'idée, c'était d'améliorer vraiment les conditions de travail par rapport à ce qu'on avait avant. Ça, vous l'avez compris. Gagner en productivité. Complètement d'accord avec Alexis. J'en ferai qu'un de chez. On en fait souvent qu'un dans notre carrière. Donc c'est quand même dommage de le rater. Et les aides financières de la MSA qui m'ont été apportées sur les passerelles. Il y a plus de 40 mètres de passerelles dans le bâtiment. On a un escalier 3/4 tournant où toute personne, même de 80 ans, peuvent monter. Et c'est vachement agréable quand vous le faites plus de 10 fois dans la journée. Pour la petite anecdote, c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était des belles passerelles, mais avec une échelle pour monter. Et j'ai lourdement insisté pour qu'il y ait un escalier, parce qu'il me disait oui, mais je le ferai après, vous inquiétez pas, je le ferai après. Et c'est par expérience que je lui ai dit, mais si vous faites pas maintenant, là vous êtes dans les travaux, allez-y, faites. Ouais, mais bon, c'est 3 500 € de plus, mais... Voilà, nous on a le coup de pouce des AFSA, des aides financières qui simplifient agricole, qui permettent, et je pense qu'il me remercie sur ça, quoi. Oui. Parce qu'il a mis l'escalier. Bon, alors c'est toujours difficile de trouver les erreurs qu'on a évitées, parce que comme on les a pas, je sais pas bien les dire. Mais en tout cas, ça m'a coûté 6 jours, on a passé 6 jours ensemble, MSA plus ergonome compris. J'estime à entre 4 à 6 jours aussi le relais que j'ai fait avec le cabinet d'architecte conception et puis tous les équipementiers qui sont souvent amis vignerons à votre écoute là-dessus. On est sur 700 mètres carrés réalisés en moins de 7 mois, puisqu'on commence fin janvier en vendange dedans en 2017 où c'était assez précoce pour nous. Le 25 août, je vendange dans mon chai, tout était fonctionnel, équipé, les passerelles étaient là, tout était en état de marche. Donc c'est aussi une réflexion souvent on m'a dit mais comment t'as fait, on n'a jamais le temps. En fait, je pense que ça m'a permis de gagner du temps sur toute la partie construction en fait, où on n'a pas été voir les artisans tous les 4 matins en disant au final on va peut-être modifier la porte à droite, à gauche. On l'avait déjà réfléchi en amont. Et du coup, ça a été plutôt fluide dans la construction. De toute façon, on n'avait pas le choix parce qu'il fallait bien vendanger au mois d'août. Oui, puis le fait de rencontrer, je pense, quelqu'un à des échéances précises, ça vous oblige à vous poser. Le fait d'avoir un intervenant extérieur qui vient vous poser quelques questions, vous donner, ça permet ça, quoi. Au moins de se dire, bon, bah, demain, elle vient, où est-ce qu'on en est, comment je vais faire. On s'y prend pas la veille pour le lendemain, mais ça donne du rythme dans le projet. On sait très bien que c'est plus facile de rater un vin que de l'emmener à des concours et de le faire gagner des médailles. Bah, c'est un peu aussi ça la notion de la méthode, c'est que c'est pas facile, je vous dirais pas que c'est facile, mais par contre, une fois qu'on l'a, c'est plutôt agréable. Merci de votre attention. Pour reprendre un petit peu les ingrédients en fait qui ont amené à la réussite et à l'aboutissement de ce projet. Donc il y a l'intervention le plus en amont possible, comme on l'a vu là dans le projet de Geoffrey, parce que ça laisse en fait des marges de manœuvre suffisantes pour apporter des modifications ou des corrections, perdre du temps entre guillemets pour en gagner ensuite. On a aussi la vision globale à avoir sur la demande initiale pour enrichir les objectifs. Là on le voit aussi, à la base c'est pour un projet de passerelle et puis l'opportunité fait que on peut affiner et puis aller plus loin dans le projet. Les observations et les simulations qui sont indispensables pour éviter les écueils. Et puis pour valider les propositions et du coup prendre les meilleures décisions possibles. Il est intéressant aussi de s'inspirer de situations de référence. Geoffrey nous en a touché 2 mots en nous disant qu'il était allé voir pas mal de chais au niveau réception vendange et que rien lui avait plu.
Du coup, effectivement, c'est intéressant de voir d'autres situations, dans d'autres contextes, dans d'autres entreprises, soit pour s'en inspirer, pour l'adapter à son entreprise, parce que toute entreprise est différente, soit effectivement pour voir ce dont on ne veut pas du tout. Impliquer les salariés, c'est important quand on en a, non seulement pour obtenir leur adhésion, mais également parce qu'ils sont source de très bonnes idées pour l'amélioration des conditions de travail, vu que c'est eux aussi qui touchent du doigt toutes les tâches à réaliser. Et puis enfin, ce qui est important, ce que disait Geoffrey aussi, et surtout quand on a la chance de tomber sur des bons fournisseurs, des bons équipementiers et constructeurs, c'est le suivi des réalisations tout au long du projet pour s'assurer aussi du respect du cahier des charges qu'on a déterminé en amont et tout au long du projet. Pour ça, comme vous l'avez compris, vous n'êtes pas seul, puisque la MSA peut vous accompagner. On n'arrive pas comme des sachants, le but c'est que vous détenez les clés de votre entreprise, vous connaissez le travail, et nous on est juste là pour accompagner le projet, de l'analyse jusqu'au suivi, et avec possibilité d'une personne ressource comme un ergonome. Et le but étant aussi de vous rendre autonome en tant que vigneron, décideur et maître d'ouvrage pour des projets futurs. Voilà, on a pas mal de vignerons qui ensuite s'approprient la méthodologie et puis la mettent en œuvre pour d'autres projets.